échappées balles sont américaines cette semaine. En effet, nous avons mis le cap sur le nord-ouest du pays, entre la frontière canadienne et l'océan Pacifique. Bienvenue dans l'État de Washington. Alors j'ai bien dit l'État de Washington et non pas Washington DC, la capitale, qui elle se trouve tout à l'est. Leur point commun, c'est que leur nom est directement inspiré du premier président américain, George Washington. Alors la ville qui se dessine là juste derrière moi, c'est Seattle, la cité émeraude, en raison de sa proximité avec la forêt et la nature. Bon, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on la surnomme aussi Rainy City, la ville de la pluie. J'espère que ça ne sera pas de mauvais augure pour la suite de nos aventures. Pour l'instant, le soleil est au rendez-vous, tout va bien et je vais vous présenter Bruce qui va m'accompagner pour le début de ce voyage. Oups! Découvrir Seattle, ce n'est pas faire un, mais plusieurs voyages. En Bavière, ici, nous avons l'un des plus grands festivals de la bière en dehors de l'Allemagne. Et je crois le plus charmant. en Bretagne, Ah oui, c'est un concentré de goût là. ou en Normandie. L'État de Washington est le premier producteur de pommes aux USA. Et nous, on en a plein. Sophie Jovillard, dans un drôle d'état. Est-ce que c'est un plat que tu pourrais mettre à ta carte? Oui, c'est tout à fait possible. Tu l'appelleras le saumon de Sophie. Je ne sais pas si c'est pas ce qu'on appelle des gratte-culs en France. Oui, ça ressemble un peu à un décor de cinéma. L'État de Washington. Ici, nos vies sont calées sur le rythme des ferries. Tu dois attendre le bateau et si jamais il ne vient pas et tu passes la nuit sur l'île. En fait, je suis tombée amoureuse de Seattle le jour où je suis arrivée. Parce que sur la route de l'aéroport, on voyait la plage, on voyait les montagnes derrière, on voyait toutes les forêts, on voyait la grosse ville. Je me suis dit, il y a tout en fait. Un coup de cœur pour Seattle. Et c'est parti! Cet état de Washington, c'est vraiment un lieu assez méconnu finalement aux États-Unis. Si on en parle trop, tout le monde viendra ici. Et on aime notre tranquillité. I'm not what you'd call unhappy, but I will never be fulfilled. I have Hello tried Bruce! to Salut! Comment ça va? Très heureuse de te retrouver ici avec le soleil. Alors c'est une légende que Seattle soit la ville de la pluie. Oui et non. Il pleut 9 mois par an. Et puis nous avons 3 mois ensoleillés et secs. Mais les gens ne le savent pas. Donc j'arrive au bon moment. Alors la vue là en arrivant sur Seattle est absolument magnifique là sur la ville. C'est vrai. Tu as eu une des meilleures vues en arrivant en bateau. C'est super pour toi. Bon. Et bienvenue. C'est un endroit très agréable pour vivre. Sur la côte Est, il y a le cliché des gens qui courent et sont toujours pressés. Ici, c'est beaucoup plus relax et détendu. Il y a les montagnes, la mer, les gens peuvent faire un tas d'activités en extérieur. Au niveau de la culture, beaucoup de choses sont accessibles. On a un opéra et de la bonne musique punk rock. Oui, et puis c'est vrai, et puis le grunge, Nirvana, ça vient d'ici. Oui, tout à fait. Tu vois, nous avons tout. Je t'aime! Tu vois, les gens sont très accueillants ici. On arrive au fameux mur de chewing-gum. Ça ressemble un peu aux peintures de Jackson Pollock. Dis donc, c'est pas très ragoûtant cette histoire, mais ça a commencé comment? Lorsque les gens faisaient la queue pour le théâtre, ils s'ennuyaient dans la file d'attente. Il y a une personne qui a commencé à coller son chewing-gum et puis tout le monde a fait la même chose. À Paris, il y a les cadenas des gens qui scellent leur amour sur le pont des Arts. Oui, c'est ça, c'est une autre tradition. Je vais pas le faire, je trouve ça un peu dégueu en fait.
Ici, nous sommes au Pike Market, un des marchés de producteurs locaux les plus connus. Ouais. C'est un des plus vieux, 1903 environ. Mais c'est un endroit merveilleux. Depuis que je suis chef à Seattle, j'aime venir ici le matin, m'approvisionner et visiter les producteurs pour mes recettes. De temps en temps, le marché organise des collectes de fonds pour rénover les lieux. Ils en ont fait une dans les années 80 et on pouvait donner de l'argent en échange d'un carreau à notre nom. C'est en quelque sorte comme les célébrités à Hollywood. C'est ça, exactement. Alors, est-ce qu'il y a, toi, ton petit carreau à toi? Il y est, mais je n'ai jamais trop su où le trouver. Il y en a tellement. Ces pêches sont délicieuses et fantastiques. Alors, l'ambiance du marché, c'est ça. Voilà, c'est les vendeurs qui sont un peu battleurs, comme ça, qui parlent fort. Tout à fait. Il veut que tu goûtes les pêches. Ah bah écoute, on est là au bon moment. Venez goûter mes fruits, production locale et bio. Fraises, mûres et framboises, tout est produit dans la région. Bon, il y a de l'ambiance apparemment chez les poissonniers, hein. It's a flying fish. Oui, c'est un poisson volant. C'est une vraie attraction. Je vois des poissons volants chez vous, tout est normal? C'est plus facile de lancer ces saumons géants plutôt que de marcher jusqu'aux caisses. Oui, c'est une bonne idée. Le saumon, c'est vraiment un des meilleurs poissons ici. Ici, on ne vend que des saumons sauvages. Ils viennent d'Alaska. Un joli saumon argenté, très belle chair. Comment tu aimes le préparer, toi? Il y a plein de façons de le cuire. Mais moi, je vais le pocher, tout simplement. Ok. Tu veux l'argenter? Tu veux le lancer? Non. Hop là! Merci beaucoup. J'aime le chic, chic, chic à la française. J'aime le chic, chic, chic des titis parisiens. Tu as mis les Queen Amman ici? Merci. Sur le marché hebdomadaire de Queen Anne, un quartier résidentiel de Seattle, le stand de boulangerie française ne désemplit pas. Il y a deux raisons pour lesquelles on met le drapeau. C'est aussi, il y a des marchés qui sont beaucoup plus gros que celui-ci. Celui de Ballard, par exemple, le dimanche, c'est vraiment un gros marché. Et du coup, les gens nous repèrent avec ça. Parce que des fois, on change d'endroit. Et puis après, oui, on montre qu'on est français, tenu par des Français. Donc ça les Américains, ils adorent. Tout Kunyaman. Thibault le commercial et Renaud le boulanger se rencontrent il y a quelques années sur les pistes de ski de la région de Seattle. Et très vite, naît l'idée de lancer une boulangerie itinérante, les French Guys. Et ça va? Moi je m'occupe de la production avec l'équipe de boulanger. Puis Thibault s'occupe de toute la partie vente avec l'équipe qu'il a recrutée de vendeurs. Et, du coup comme ça, chacun a sa tâche. On a fait ça un peu au début à la rigolade. Et puis quand on a vu que ça plaisait à nos clients, à la communauté française qui est présente sur Seattle, du coup ça nous a permis de nous lancer à fond, ça nous a donné bien confiance pour continuer. Kalné, Kunyaman, c'est vraiment les grosses ventes en viennoiserie avec le croissant et le pain au chocolat. En pain, les Américains adorent la baguette et le pain romarin. En semaine, les marchés de Seattle se tiennent l'après-midi pour s'adapter aux horaires de travail des habitants. Allez, on abaisse les couleurs, c'est fini. À la nuit tombante, Thibault range son stand, satisfait de ses ventes. Ça, on aime bien en avoir un petit peu de reste pour faire des amandes. Pain au chocolat aux amandes, des croissants aux amandes. Et quand tout le reste est parti, c'est que c'est une bonne journée. Et j'adore Seattle, j'ai pas du tout envie de rentrer en France. Moi, ça me plaît vraiment. Puis c'est très outdoor ici, on peut skier l'hiver, on fait des randos l'été. C'est une grande ville, mais pas trop grande non plus. On peut sortir en 10 minutes, on est dans la campagne. Et le rythme américain est top, ouais. Les French Guys ne sont pas les seuls boulangers-pâtissiers français à connaître le succès à Seattle. La ville dort encore. Christine Morin termine ses livraisons et s'apprête à retourner à sa boutique. À l'âge où d'autres penseraient à arrêter leur activité professionnelle,
Voici 9 ans et à plus de 50 ans, la famille Morin a décidé de quitter Paris pour tout recommencer à zéro à l'autre bout du monde. C'était déjà un petit peu culotté de notre part à l'âge où on avait de venir, donc il fallait quand même pas trop se tromper. En France, à 60 ans, vous avez plutôt envie d'être en retraite. Ben, c'est pas notre cas, quoi. Christine retrouve Patrick, son mari, et leur fille Élise, la seule de leurs 4 enfants à avoir suivi ses parents dans cette aventure. J'essaye d'aider maman et les serveuses de banc pour pouvoir ouvrir à l'heure et pour pouvoir les aider au maximum que je puisse. Avec ses pains, ses pâtisseries et le French accent de la patronne. You have a French morning? Karen. Okay. And Vanessa. Oh, nice. Nice. Okay. Okay. Do you want your coffee? Maintenant? Yeah? Yeah? Okay, good. La Parisienne est une sorte d'enclave française posée sur la côte ouest des États-Unis. Si le succès est aujourd'hui au rendez-vous, les débuts ont été plus difficiles. Nous, on a quand même quitté nos enfants, notre famille. On a quand même 3 enfants qui sont restés en France. Donc l'adaptation, elle a été dure. Et là, maintenant, sans regret. Vraiment sans regret. C'est vraiment une super aventure. On a donné l'opportunité à Élise d'avoir ce qu'elle a. Puis on a la chance que ça marche aussi, parce que ça aurait très bien pu... Oui, mais on a tout donné pour que ça marche. Ouais, le rêve américain, il existe. Bien qu'ils aient tous deux dépassé les 60 ans, Patrick et Christine n'envisagent absolument pas de s'arrêter. Ils vont même s'agrandir en investissant un nouveau local situé à quelques mètres de la première boutique pour y donner des cours de pâtisserie. Il faut que tu vois, Élise, toi, au niveau de la signalétique. Genre la Parisienne, Tour Eiffel, la Parisienne, Tour Eiffel, la Parisienne. Ah oui, ouais, bonne idée. T'as toujours des bonnes idées. Hein. À quelques kilomètres de là, dans la banlieue de Seattle, Anne-Laure repart et son équipe confectionnent des chocolats pour les fêtes de fin d'année. Après avoir suivi son mari et élevé ses 2 enfants, cet ingénieur a décidé un beau jour de créer sa propre chocolaterie sans aucune connaissance de ce métier. C'est un peu petit, non? J'aimerais vraiment garder cette forme. La forme ronde? Oui, la forme ronde. Ceux-là sont parfaits, ils sont très beaux. Ça a commencé dans ma cuisine, vraiment sur une idée que j'avais, où j'adorais le chocolat. Donc je me suis dit, je vais essayer de travailler dans ce produit. Et maintenant, oui, j'ai 2 employés à temps plein, j'ai 2 employés à temps partiel. Bien qu'elle se soit formée à ce métier aux États-Unis, Anne-Laure a souhaité imprimer une touche résolument française à ses chocolats. J'ai trouvé une niche dans le marché américain parce que je me spécialise dans le praliné, qui est quelque chose que j'adore. Et les Américains ne connaissent pas trop le praliné, mais en revanche, ils sont habitués, ils ont tous grandi avec le beurre de cacahuète. Donc ça m'a permis d'avoir du succès assez rapidement et d'avoir une clientèle fidèle assez rapidement. On va à Château Saint-Michel, qui est une maison qui produit des vins dans l'est de l'État de Washington. Et il y a un très joli magasin sur la propriété de Château Saint-Michel qui a ma marque. Bonjour. Ravie de vous revoir. Enchantée. Donc voici votre commande de tablettes. Est-ce que ça s'est bien vendu? Oui, très bien. Comme on est un produit de grande qualité, le type de clientèle qu'on vise, ce sont des gens qui vivent assez confortablement et qui apprécient également la nourriture de haut de gamme. Qu'ils soient chocolatiers, boulangers ou pâtissiers, tous ces artisans semblent avoir trouvé à Seattle une terre d'accueil très réceptive au savoir-faire français. La nature est vraiment aux portes de la ville. Hein. Oui, on a plus de 500 hectares de verdure. On peut en profiter à fond et en plein cœur de la ville. C'est étonnant. Et en plus, on va pouvoir trouver plein d'ingrédients pour notre recette de saumon. D'accord. Ici, ce sont des jeunes pousses de pin.
C'est frais, citronné, un peu acide. Avec une pointe de romarin, ça sera super pour la sauce. Tu vas l'utiliser dans ta recette. Tu vas voir. T'as toujours aimé ça, toi, t'inspirer de ce que tu trouvais dans la nature pour faire des recettes? Je laisse les saveurs jouer dans ma tête et j'utilise mon intuition pour choisir ce qui va se marier dans ma cuisine. Et c'est amusant. Ah, quelques jolis cynorhodons sauvages. Tu savais pas que ça se mangeait, ça? Je sais pas si c'est pas ce qu'on appelle des gras de cul en France. Vraiment? T'en as là des orties, non? Je te laisse faire parce que j'ai jamais su ramasser ça, moi je me pique toujours. Porte des gants. Ah, voilà. Malin. J'ai une jolie histoire avec les orties. Quand j'ai rencontré ma femme la première fois, je faisais de la soupe d'orties pour un événement. Et coïncidence, elle cherchait des orties pour ses recettes, elle aussi. Je l'ai emmenée ici, dans ce parc. Et on a rempli ensemble un sac d'orties. Romantique et joyeux. Oh, c'est une jolie histoire. Votre amour a été scellé par un bouquet d'orties. Certains ont des roses. Oui, c'est ça. Nous, des orties piquantes. C'est beau ici, cette plage avec les bois flottés, là. Oh, regarde comme c'est joli, les jeunes mariés, là. Oh, je devrais leur offrir un bouquet d'orties. Je suis pas sûre que ça va leur plaire, hein. Nous y voilà, dans le quartier de Capitol Hill, à Seattle. C'est ici que j'ai mon restaurant. Très bien, ça a l'air sympa ici comme quartier, hein. C'est un quartier qui bouge, branché art et musique. Un endroit très agréable à vivre. Tu vois mon enseigne? Voilà la marmite alors. Tout à fait. Pour quelle raison tu lui as donné ce nom à ton restaurant? Parce que ma passion de la cuisine, c'est d'abord les sauces qui mijotent dans une marmite. Donc c'est le cœur de mon restaurant, c'est la marmite. Marmite. Allez, viens à l'intérieur et sois la bienvenue. Oh, c'est beau chez toi. Hello. Sophie, je te présente ma femme, Sarah. Bonjour Sophie. Bonjour. Ah, tu me dis bonjour en français, merci beaucoup. Oui, j'ai vécu en France quand j'étais très petite. Ah, voilà. De l'âge de 3 ans à 6 ans et demi, à Paris. Ok, bon, on a ramené du poisson, du saumon, pas n'importe lequel, du saumon qui vole. Hein. Ah ouais. Et tu vois de quoi je parle? Oui. Je vais voir en cuisine comment Bruce prépare le poisson. Hein. Je vois là, en regardant ta carte, que tu mets vraiment un soin particulier à choisir des plats français, bouillon de poule ou de légumes, poulet sauté au vin jaune et au morille. Exactement. La famille de ma femme avait des origines françaises et j'ai grandi en célébrant la cuisine française. Plus tard, je me suis dit que je pouvais faire ces plats. C'était enrichissant et amusant à la fois. Il est beau ton bouquet, Sarah. Merci. Bruce, il est connu pour travailler vraiment avec les producteurs locaux qui sont tous en Surtout, en il bio. était le premier et il est considéré ici comme le grand-père de la cuisine Northwest. Oui, et je ne suis même pas français. Et c'est moi le père de la cuisine française ici au Nord-Ouest. Va comprendre. C'est drôle, c'est drôle. On goûte? Oh là là. Alors, chef, parfait. Merci. C'est très très bon. Est-ce que c'est un plat que tu pourrais mettre à ta carte? Oui, c'est tout à fait possible. Tu l'appelleras le saumon de Sophie. Ah oui, bonne idée. Très bien. On fait ça. Sophie, une dernière chose avant de quitter Seattle. Tu dois voir la tour qui symbolise la ville. C'est la Space Needle. Et il y a une vue incroyable tout en haut. Parfait. Bah écoute, moi, on m'a toujours appris à finir mon assiette, donc je termine. Et je te suis volontiers. Ravie d'avoir fait ta connaissance, Sarah. Tu
voyage dans le célèbre monorail de Seattle. Il a été construit en même temps que la tour pour l'exposition universelle de 1962. Et il symbolisait le transport du futur. Ce qui est génial, c'est qu'en 2 minutes, tu traverses la ville sans trafic ni parking à trouver. Ça permet d'avoir une visite un peu accélérée du centre-ville de Seattle. Nous voilà au pied de la Space Needle, la carte postale de la ville. Elle est vraiment haute, un peu plus de 184 mètres. Ok, elle est très belle, au look très futuriste. On y va, on part au sommet de l'aiguille dans l'espace. Allons-y. On va avoir un peu la tête dans les nuages parce que le temps se couvre sur Seattle. Waouh, incroyable vue, c'est beau. Ouh, faut pas avoir le vertige là quand même, hein. C'est haut. Cette tour a 60 ans et pas une ride. C'est vraiment devenu l'un des emblèmes de la ville. Oui, tu ne peux pas la louper. Tu la vois de partout en ville. Elle est tellement iconique. Dès l'ouverture en 1962, j'avais 2 ans. Et des membres de ma famille qui visitaient l'exposition universelle sont montés ici. Et ils m'ont rapporté un médaillon souvenir de la tour. Je l'ai toujours gardé comme un trésor. Alors, quelle est ta vue préférée, toi, sur la ville? Ça, c'est mon spot favori, avec au fond le Mont Rainier. Enfin, je le vois parce qu'il était vraiment caché dans les nuages. Ah, il est très impressionnant, hein, ce Mont Rainier. Et regarde, Je vois où tu veux en venir. je voudrais t'offrir une médaille comme pour moi, en souvenir de ta visite à Seattle. J'ai encore plein de belles choses à découvrir dans l'État de Washington, mais je dois t'avouer, grâce à toi, peut-être un petit coup de cœur pour cette ville de Seattle. Merci encore. Avec plaisir. Avec 762 000 habitants, Seattle ne compte pas parmi les plus grandes villes américaines. Elle est pourtant reconnue comme l'une des villes les plus progressistes et contestataires des États-Unis. Que ce soit dans la lutte contre les violences policières envers la communauté noire, la légalisation du cannabis ou l'autorisation du mariage gay, les citoyens de Seattle s'engagent pour provoquer des changements dans la société. C'est à quelle heure ton match de foot? 4h30. Et c'est où? Au stade Miller. Tu vas y aller tout seul alors? Élu sénateur démocrate de l'État de Washington, Jamie Pedersen est très impliqué dans la défense des libertés individuelles. On a mis ce panneau après le meurtre de George Floyd et il signifie beaucoup de choses. D'abord, c'est en soutien au mouvement Black Lives Matter et à tous les gens qui ont manifesté si fortement en 2020 ici, à Capitol Hill. Le district de Capitol Hill est du centre-ville que je représente au Sénat. C'est l'un des districts le plus libéral de l'État et vraisemblablement du pays. Jamie et Eric sont en couple depuis 20 ans et mariés depuis 2014. Ensemble, ils ont créé une grande famille de 4 garçons. J'ai besoin de savoir ce que tout le monde fait aujourd'hui. Moi, je vais faire du foot. Dont des triplés, tous nés grâce au recours à la GPA, la gestation pour autrui, légale dans certains États d'Amérique. Jamie et moi sommes très fiers de nos enfants. Ils sont très indépendants, responsables, respectueux. Ce sont des enfants formidables. Nous sommes tellement chanceux d'avoir cette belle famille. Jusqu'à il y a 4 ans, dans cet État, c'était illégal et considéré comme un crime grave de payer une femme pour qu'elle porte un enfant pour vous. C'est pour cela que nos 4 garçons sont nés en Californie. En 2018, nous avons voté une loi. Et maintenant, dans cet État, les parents de même sexe peuvent avoir recours aux mères porteuses et sont désormais protégés et reconnus comme les parents légaux de leurs enfants. Chaque semaine, Jamie participe aux répétitions du Chœur des Hommes de Seattle, l'une des plus importantes chorales LGBT des États-Unis.
Elle a été créée il y a 40 ans, au moment où l'épidémie de sida faisait rage. Quand on a commencé, c'était un acte courageux de monter sur scène et d'affirmer « Nous sommes ici et oui, nous sommes gays ». Cette crise du sida nous a poussés parce qu'on avait besoin de se soutenir et on devait se serrer les coudes dans la communauté. Les femmes LGBT de Seattle, elles aussi, ont leur chorale. Selon une étude de l'Université de Californie parue en 2016, 13% de la population de Seattle se revendique de la communauté LGBT, juste derrière San Francisco, ville la plus gaie des États-Unis. Parmi les autres initiatives créées par les habitants de Seattle pour une société plus juste, celle de Barb Oliver est sûrement l'une des plus remarquables. Suivez-moi. Chaque jour, depuis 5 ans, cette femme vient en aide aux personnes sans domicile. Avec toute sa passion et toute son énergie, elle met à leur disposition des petites maisons en bois qu'elle construit pour eux. Quand est-ce que tu as emménagé ici? Je suis arrivé le 5 juillet. Je peux dire que ces petites maisons nous ont sauvé la vie. Elles nous ont sortis de la rue. On était sans abri, sans nourriture, désespérés à l'idée de ne pas s'en sortir. Ici, on se relève et on repart de l'avant. Et c'est clairement ces tiny homes qui nous ont donné cette nouvelle chance. Merci, madame. C'est un plaisir de vous rencontrer. C'est moi qui suis honoré de vous rencontrer. Souvent, les sans-abri n'ont pas de travail parce qu'ils ne savent pas comment mettre leurs affaires en sécurité. S'ils s'absentent, ils n'ont plus rien, alors ça n'a pas de sens de travailler. Grâce à ces petites maisons, ils peuvent mettre leurs affaires à l'abri, prendre le train et aller travailler. Et ça, c'est très important. Avec la pandémie de Covid, Seattle a vu le nombre de sans-abri passer de 2000 à 8000 personnes en quelques mois. Un chiffre qui la place juste derrière Los Angeles et New York. Barb a refusé cette fatalité et a su fédérer autour d'elle des milliers de volontaires et donateurs pour parvenir à construire 4 petites maisons par semaine, et ce depuis 2 ans. Je vais faire le tour avec les nouveaux volontaires et on va déplacer quelques maisons en même temps. Et vous voyez ce tas de bois là? Ça va ressembler à une maison tout à l'heure. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On soulève et on pose. Chaque semaine, des dizaines de bénévoles viennent ainsi donner de leur temps. Super boulot! Et partager leurs compétences. On va rajouter un montant ici et 3 clous sous la fenêtre. Ces tiny homes ne peuvent être que des solutions de logement temporaires. Elles doivent permettre aux sans-abri de se reconstruire avant de retrouver un logement plus pérenne. Tiny home, en français, on peut le traduire comme un foyer. Un foyer, c'est là où on se sent bien, où on guérit, où on peut recommencer sa vie. Celle-ci est prête à partir. Il y aura un lit, il y a un kit de welcome, il y a une penderie, il y a un camion qui vient, puis et la maison part. Allez, on pose. En 2 ans, près de 300 petites maisons sont ainsi sorties de cette fabrique de l'espoir et permis à des centaines de sans-abri de retrouver la sécurité d'un toit et leur permettre de reprendre pied dans l'existence. Avec toi, j'ai quitté Seattle pour rejoindre les îles de San Juan. Et c'est en hydravion que je vais les rejoindre. Grâce à toi, voilà un des moyens de transport les plus utilisés ici. Oui, en plus, mon hydravion peut se poser aussi bien sur l'eau que sur la terre. Tu peux voler jusqu'à ces montagnes au loin et revenir te poser dans ces petites criques. C'est magnifique. On pourrait même aller au Canada, tu peux l'apercevoir par la fenêtre. C'est à peu près à 30 km d'ici. Est-ce qu'on ressent les mêmes sensations quand on pilote un hydravion qu'un autre avion? L'atterrissage n'est pas tout à fait le même? Tu verras bien. Okay.
sur l'île principale. Oui, juste en face, c'est Roche Harbor. Pareil pour l'atterrissage? Bon, on va voir ce que ça donne. 2, 1, 0. Tout doux. Merci beaucoup. Bye. Nathan, salut. Bonjour. Bienvenue sur l'île de San Juan. Merci. C'est magnifique, ces îles-là, quand on arrive. L'archipel est composé de 167 îles, toutes magnifiques. Si tu veux, j'ai une carte pour mieux voir l'archipel. Ah bah t'as pris la carte, c'est formidable. Ah super. Donc au centre, l'île de San Juan, où nous sommes actuellement. Plus précisément à Friday Harbor. On voit vraiment que cet archipel, grâce à ta carte, est très très grand, avec ses îles principales, ils sont habités. Les 4 principales îles sont donc San Juan, Shaw, Lopez et Orcas. Il y a d'autres îles plus petites qui sont aussi habitées, mais elles ne sont pas reliées par le ferry. Elles sont donc plus difficiles d'accès. Ici, nos vies sont calées sur le rythme des ferries. Tu dois attendre le bateau, et si jamais il ne vient pas, il ne vient pas et tu passes la nuit sur l'île. Je voudrais t'emmener pour une découverte au fil de l'eau. Et avec un peu de chance, on verra des phoques. Peut-être aussi des lions de mer, et si on est très chanceux, des orques. Génial, génial. Allons-y alors, je suis impatiente. Je croise les doigts pour voir les orques et leurs amis. Juste devant nous, il y a une plante dont la croissance est l'une des plus rapides au monde. J'ai jamais vu ça. C'est beau. On l'appelle bull kelp, ça veut dire l'algue taureau. Elle peut atteindre facilement les 20 mètres de long. Et tu peux voir au sommet cette bulle remplie d'air qui lui permet de rester en surface et facilite ainsi la photosynthèse. Et ces longs filaments sont comestibles. Mais tu sais que c'est très bon. C'est un peu salé. Ah ouais. Très très bon. Et en face de nous, je commence à voir des phoques sur les rochers. On s'approche, il y a une petite colonie là devant nous. Ils adorent bronzer au soleil durant la journée, se réchauffer. C'est l'endroit parfait pour eux. Manque plus qu'un petit cocktail et ils seraient au top. Là, il n'y a aucun prédateur pour eux? Si, il y a les orques, qui sont les prédateurs principaux. Certains orques sont même capables de venir les attaquer sur les rochers. Il y a environ 30 ans, mes parents étudiaient dans les laboratoires en face de nous. Ils se sont rencontrés pendant leurs études et ils ont fêté leur mariage dans les laboratoires. C'est pour ça que j'ai grandi ici, que j'ai passé mon enfance sur la plage et que j'ai fait plein de bêtises en kayak. C'est quand même un endroit incroyable pour étudier ici. C'est la colonie de vacances parfaite pour les professeurs. Mais en vrai, ils travaillent dur. Non mais je n'en doute pas, je n'en doute pas. Enfin, c'est ce qu'ils disent. On est dans l'un des laboratoires où travaille ma maman, le professeur Drew Harvell. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sophie, ravie de vous rencontrer. Je vois que vous êtes en bonne compagnie. Oui, dans ce labo, on trouve de nombreuses espèces d'invertébrés. Et cette diversité attire des étudiants des 4 coins de la planète pour étudier ces créatures extraordinaires. Et ici, nous conservons de très nombreuses espèces d'étoiles de mer, l'une des plus importantes collections au monde. Ah oui, en effet, elles sont belles.
Toutes ces étoiles sont des prédateurs. Et leur nourriture préférée, lui par exemple, il est en train de manger. Pas facile de le décoller, il sait ce qu'il attend. Regarde, leur nourriture préférée, c'est les moules. Et donc sa bouche est juste ici. Les étoiles de mer ont un super pouvoir. Leurs muscles leur permettent de s'accrocher, de tenir et de tirer la coquille de la moule pendant des heures pour l'ouvrir. Aucun de nous ne pourrait faire la même chose. Mais là, qu'est-ce que c'est là qu'on voit sur le côté? C'est une branche qui pousse? Oui, peut-être qu'un poisson l'a attaqué, lui a arraché une branche. Mais les étoiles de mer peuvent laisser tomber une branche et la faire repousser. Alors Drew, il y en a une que je trouve particulièrement mignonne. Pardonnez-moi, cette analyse n'est pas très scientifique. C'est celle-ci. Avec votre autorisation, je peux la prendre? Oui, je t'en prie. C'est drôle. On dirait un petit coussin. Elle est toute douce. On dirait qu'elle est en train de respirer. Elle fait ça pour hydrater sa peau. Je pense qu'elle préférerait retourner dans l'eau. Ouais, je vais la laisser dans l'eau. Ouais. Alors, comment vont tes protégés? Voici l'étoile de mer tournesol. C'est l'étoile la plus grande au monde. Notre but ici est de réussir à les élever dans l'espoir de les réintroduire dans leur milieu naturel. Elles n'en ont pas l'air, mais elles sont comme les lions dans le Serengeti. Elles mangent tout ce qui se trouve au fond de l'océan et en chassant ces proies, elles jouent un rôle de régulateur très important pour le milieu marin. On espère donc réintroduire suffisamment de spécimens afin de rééquilibrer un peu l'écosystème de l'archipel. Pour une écologiste comme moi, elles sont si importantes. Ce sont les reines des fonds marins de notre région. Allez, c'est reparti. Je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Oui, j'ai souvent vu des orques ici. Ce serait magnifique d'en voir aujourd'hui. Ok. T'as entendu? On entend les orques. Ça, je les entends, ouais. Ah, là-bas! Est-ce que ça peut être dangereux pour nous de nous approcher des orques? C'est un prédateur assez gros pour nous menacer, mais ils n'ont jamais attaqué d'humains, donc il n'y a aucun risque. Ça va. En espérant ne pas être les premiers. Il saute. On a quand même beaucoup de chance d'être ici, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est superbe. Là, on est vraiment à l'extrême nord de l'État, cet État de Washington. C'est vraiment un lieu assez méconnu, finalement, aux États-Unis. Si on en parle trop, tout le monde viendra ici. Et on aime notre tranquillité. On va essayer de voir des poissons. Regarde chérie, tu as vu ça? Quoi? Tu vois les poissons là? Ça dit que ces poissons vivent dans ce ruisseau. Et ils disent que les truites vivent au-dessus de la chute d'eau et que les saumons restent en dessous parce qu'ils ne peuvent pas sauter aussi haut. Chaque automne, un étrange spectacle envahit les cours d'eau de l'État de Washington. Après des années passées dans le Pacifique Nord, les saumons parcourent des milliers de kilomètres pour revenir se reproduire exactement là où ils sont nés. On appelle ce phénomène la montaison des saumons. Tiens, regarde, il y en a un ici. Oui, je le vois. Il éclabousse partout. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas.
C'est la période de l'année où ils viennent pondre leurs œufs dans les gravières. On en sait beaucoup plus aujourd'hui sur la façon dont ils retrouvent le ruisseau où ils sont nés. On sait qu'ils ont un sens de l'odorat très prononcé. Ils peuvent d'ailleurs repérer une odeur sur des milliards. Ils sentent bien mieux que les chiens. Ils utilisent également le biomagnétisme. Une découverte scientifique récente prouve qu'ils ont un capteur magnétique dans le cerveau qui leur permet de ressentir le magnétisme de la Terre, ce qui leur permet de retrouver leur ruisseau d'origine. Mais ce retour aux sources marque également le bout du chemin pour ces milliers de saumons. Aucun d'entre eux ne reverra la mer après s'être reproduits. Tous vont mourir d'épuisement. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un saumon revient frayer dans son ruisseau d'origine, il va pondre 3000 œufs en moyenne, et dans le meilleur des cas, seulement 2 sur ces 3000 œufs reviendront un jour pour pondre au même endroit. Avec un si faible taux de reproduction, les saumons sauvages sont aujourd'hui menacés de disparition, victimes de la pollution, du réchauffement climatique ou de la surpêche. Pour sauver le soldat saumon, l'État de Washington a mis en place des infrastructures comme cette écloserie implantée sur la rivière Issaquah. Quand j'attrape une femelle, je la mets contre moi et je la presse un peu. Et si je vois les œufs sortir, c'est qu'elle est prête à pondre. Ce jour-là, des volontaires sont rassemblés pour capturer les saumons qui auront réussi à franchir les passes à poissons. L'objectif ? Améliorer le taux de reproduction de l'espèce, même si pour cela, il faut euthanasier tous ces poissons qui de toute façon seraient condamnés à mourir après s'être reproduits s'ils étaient restés dans la nature. Il y a un très faible taux de fécondation dans la nature. Et ici, à l'écloserie, on a un taux de réussite de 90 à 95%. Il y a des gens qui disent qu'on se prend pour Dieu et qu'on devrait laisser la nature faire, mais c'est une réponse à la surpêche. Car si on n'avait rien fait, le saumon aurait déjà disparu. Après avoir collecté les œufs des femelles et la laitance des mâles, les deux sont délicatement mélangés avant d'être déposés dans des incubateurs. Alors comment ça se passe? Ça va. On mélange les œufs? Oui, on mélange les œufs et la laitance et on fait des bébés. Oui, c'est ici que la magie se produit. Ce sont tous des volontaires passionnés de la vie sauvage qui s'occupent de la reproduction. Dans la nature, dès que les œufs touchent l'eau, il ne faut que quelques secondes avant qu'ils ne se referment et ne puissent plus être fertilisés. Ici, on le fait en dehors de l'eau, comme ça les œufs ne se raffermissent pas et la semence peut agir. Dans quelques mois, les œufs seront devenus des alevins capables de partir à la découverte du grand large. Et dans quelques années, ce sera au tour de ses enfants de prendre soin et d'aider cette espèce à se perpétuer. J'ai quelque chose d'autre à te montrer sur mon île. Ok. Mais pour ça, il faut d'abord mettre cette salopette et ses bottes. Très bien. Ah, c'est pas des vacances avec toi. Hein. So chic. Good morning. Comment ça va, Chas? Ça va bien? Chaz. Je suis content de te voir. Salut Chaz. Enchanté. C'est beau chez toi, hein? On a la petite brume matinale là sur la forêt. Faut se lever tôt, hein, pour travailler dans les parcs à huîtres. Oui, pendant l'hiver, le rythme des marées nous impose beaucoup de travail de nuit. Donc il faut se lever tôt. Et ici, on élève 2 espèces d'huîtres différentes. L'huître du Pacifique qui est très présente tout au long de la côte ouest. Et on a aussi l'huître Olympe qui vient d'ici. L'Olympe est une huître qui a été surpêchée au début du siècle et sa population s'est effondrée.
On a recommencé à les élever il y a 5 ans, mais elles ont une croissance lente et on va commencer à les récolter. Je viens de terminer cette rangée, mais j'ai encore du travail là-bas si vous voulez me donner un coup de main. Allez, on est là pour ça. Ça va? Oui, oui. J'ai un mollusque qui m'a craché dessus. C'est ça la taille des huîtres ici? Elles sont énormes. Chaz? Non, ce n'est pas vraiment la taille standard de nos huîtres. Mais certaines s'échappent parfois. Elles ont l'air d'être plus heureuses sur la plage, moins de stress. Elles ne se forment pas bien, mais on peut les utiliser en ragoût ou dans des soupes. Tu vois ces rangs, ils sont à la dernière étape de croissance des huîtres. Il leur reste environ 6 mois à passer ici, dans ces poches. Et comment on peut t'aider? Tu... Donne le travail le plus dur à Sophie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. On va aller là. Ok. Quand on les secoue, ça permet de les séparer pour qu'elles puissent toutes se nourrir de manière équitable. Ok. Ok, donc voici un échantillon de notre production. Celles-là, ce sont nos huîtres de plage. On les élève pour les amateurs de barbecue. Les plus petites sont celles que nous avons retournées. Je suis très surprise par la taille de celles-ci. Elles sont toutes petites. Elles sont adultes. C'est juste la variété qui est petite. Et voilà un petit goût de Pacifique. Ah oui, c'est un concentré de goût là. Waouh. Petit goût de noisette derrière. Hein. On en prend pour faire un barbecue? Bah ouais, avec plaisir. Ok. C'est vraiment beau en tout cas, ces petites routes au milieu de la forêt. Ah là là, toutes ces maisons, toutes plus belles les unes que les autres. Oui, en plus on n'a pas beaucoup de visiteurs. On est arrivé? Aujourd'hui, on aura vraiment mérité notre repas. Oh là 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 là. C'est le rêve. Ah, c'est vraiment un petit coin de paradis ici. Qu'est-ce que c'est beau! Regarde, on était de l'autre côté tout à l'heure. C'est là où travaille Chas. D'accord. Elles sont magnifiques ces huîtres. Par contre, les petites, elles sont super dures à ouvrir. C'est pour ça que je te laisse faire. Le travail le plus dur encore pour toi. Ah ouais, tu fais cuire le beurre. Oh là là, ça m'inspire pas ton truc là. Et pourtant, on va toutes les manger. Pourquoi pas? On va s'offrir un joli coucher de soleil, j'ai l'impression. Regarde, on n'est pas tout seul. Oh, il est beau ce renard. Ah, voilà la fox. Le renard. Quand j'étais jeune, il y avait des renards près du laboratoire. Et il y avait une famille de chercheurs français. Et à chaque fois, ils disaient Voilà la fox. c'est marrant d'avoir un renard sur une île.
Ah, la lumière est magnifique là. Oui, c'est beau. La vie est comme ça ici. Il y a plein d'espèces marines que tu peux voir quand tu as de la chance. Regarde au loin, il y a des lions de mer. On en voit souvent par ici. Ah, c'est extraordinaire de voir ça. Merci. Hein. Okay. Merci de m'avoir amené ici. Merci à toi d'être venu. C'est un endroit où tu peux vraiment profiter de la vie marine et l'admirer et te reconnecter avec la nature. C'est superbe, c'est vraiment un cadeau. Hein. Merci. Le Puget Sound, du nom d'un explorateur français du XVIIIe siècle, est ce bras de mer descendant du Pacifique Nord qui a permis à Seattle de devenir l'un des principaux ports américains de la côte ouest. Les 4 millions de personnes qui vivent sur ces rives ne sont pas sans conséquences sur la qualité de l'eau et sur la santé de son écosystème. Heureusement, les gardiens du Puget Sound veillent. Les gardiens Puget Sound sont une association à but non lucratif de Seattle. Et notre mission, c'est de protéger et d'améliorer la qualité de cet écosystème pour les gens qui en dépendent. Chaque semaine, des volontaires se relaient dans les kayaks de l'association pour ramasser les déchets apportés par le courant. Il y a vraiment beaucoup plus de déchets que je pensais. On ne peut pas le voir depuis là-haut, mais c'est très sale. On a trouvé des bouteilles en plastique et des canettes. Beaucoup d'emballages, des capsules de bouteilles. Près des docks qu'on a quittés tout à l'heure, il y avait beaucoup d'emballages plastiques. Dans notre entreprise, on doit faire une journée de volontariat et elle nous paye pour ça. Donc nous, on a choisi de le faire ici. Depuis 1994, année où ont commencé ces collectes volontaires, des tonnes de déchets ont ainsi pu être extraites de l'eau. Celui-ci fait 7,2 kg, donc on en est à 18 kg aujourd'hui. Bon travail tout le monde, on a encore ramassé beaucoup de déchets. La nécessaire protection des eaux du Puget Sound, certains habitants en prennent davantage conscience que d'autres. C'est le cas des nageurs en eau froide, une activité sportive très populaire ici. Hier, c'était très bien. L'eau était claire, on a vu des crabes, plein de choses. Au plus fort de l'été, la température de l'eau n'excède pas 12 degrés et peut descendre à 7 degrés en plein hiver. Ça fait quelques années que je pratique. Au début, je ne pouvais rester dans l'eau que 10 minutes. En hiver, je fais 1h15 et en été, je reste 7 à 8 heures dans l'eau. Ça a également des propriétés anti-inflammatoires. J'ai des problèmes de hanches et de genoux et l'eau froide m'aide beaucoup pour ça. On est habitué. Ça ne nous coupe plus le souffle comme quand on débute. La première fois, tu es saisi. Mais cette sensation disparaît après, je dirais, une douzaine de fois peut-être. Ce qui est intéressant, c'est que ce coin de plage a un parc sous-marin qui est exceptionnel et qui a beaucoup de vie sous-marine. Donc c'est non seulement un exercice, non seulement un moment de relaxation, mais c'est également la découverte. Parmi toutes les espèces animales qui peuplent le Puget Sound, il en est une particulièrement curieuse qui a besoin d'une eau propre pour pouvoir se développer. Il s'agit de la palourde royale, appelée ici le geoduck. Voici une palourde royale. On ne la trouve qu'ici, sur la côte nord du Pacifique et au Canada. C'est le plus grand mollusque au monde de la famille des palourdes. On produit ça ici, dans le Puget Sound. C'est l'animal le plus répandu dans le Puget Sound, plus que le saumon ou les orques. Délaissée par les consommateurs locaux, la palourde royale est en revanche très à la mode sur les marchés asiatiques où elle se vend jusqu'à 60 € le kilo. En Chine, on lui prête même des vertus aphrodisiaques en raison de sa forme. Pour répondre à cet engouement, les fermes de production se sont multipliées et colonisent de plus en plus le rivage. Ça, c'est un tuyau en PVC qui sert de nurserie. On les enfonce dans le sable avec nos pieds.
Et on place des petites palourdes royales dedans. Elles font alors la taille d'un haricot. On les y laisse pendant 2 ans. Et on retire le tuyau. Elles vont encore y rester 3 ans avant de pouvoir être récoltées. Et la pêche à la palourde royale s'avère beaucoup plus compliquée que celle de sa lointaine cousine d'Europe. Là, il utilise de l'eau de mer pour détendre le sable afin qu'il puisse attraper la palourde royale et la sortir. Car elles sont à peu près à une profondeur d'une longueur de bras dans le sable. Pour ramener les consommateurs américains vers ce mollusque qui peut vivre 100 ans à l'état sauvage, dans sa ville d'Olympia, Sheena a ouvert un restaurant où l'on peut déguster ce mets beaucoup plus raffiné qu'il n'y paraît. Oh, elles sont trop mignonnes! Encore faut-il parvenir à extraire le mollusque de sa coquille. Je prends un couteau fin et je le passe tout le long entre la coquille et le mollusque. Je le décolle et je fais ça des 2 côtés. Et quand je l'ai retiré, je lui enlève ses organes. Donc à présent, je le trempe dans l'eau chaude pour que la peau se détende et se décolle de la chair. Si autrefois la palourde royale se consommait plutôt cuite, Emilia a souhaité moderniser les recettes et propose un ceviche de palourde à la coriandre, citron, crème et paprika, ainsi qu'un sashimi de palourde. De quoi faire revenir les gourmets de la région vers ce mollusque mal aimé ou mal connu. Experienced plumber and hire the best. Hire Best Plumbing. These guys. Je suis dans l'ambiance là. Sophie, comment ça va? Bonjour Max, je sais pas trop si je dois te dire bonjour ou Guten Tag. Ici, tu peux dire les deux. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Leavenworth? Aujourd'hui, c'est notre Oktoberfest. C'est notre premier week-end de fête et en plus, on peut profiter de l'été indien. Comment se fait-il qu'il y ait cette fête de l'Oktoberfest, la fête un peu de la bière, la fête typiquement munichoise, bavaroise, ici? À l'origine, c'était une petite ville qui vivait de l'industrie forestière et de chemins de fer. Et quand ces industries ont disparu, les habitants avaient besoin d'un nouveau plan. Nos paysages ressemblent à un village allemand, Berchtesgaden. Donc la ville entière a été transformée en village bavarois et évidemment, on respecte la tradition bavaroise de l'Oktoberfest. Ici, nous avons l'un des plus grands festivals de la bière en dehors de l'Allemagne. Et je crois le plus charmant. Bon, est-ce que je pourrais passer un petit moment avec toi? Oui, ce sera un plaisir de te faire découvrir la ville. Thank you so much, Max. Bon concert alors, à tout à l'heure. Bon là c'est que le début de la journée et tu joues le jeu à fond avec cette magnifique tenue que tu portes très bien. Merci. Ce chapeau a été fabriqué par un chapelier au sud de Munich.
Mon pantalon est fait main. Salut Max. Alex, comment ça va? Salut, Sophie, guten Tag. Bonjour. Allô. Je te présente l'un de mes meilleurs amis, Alex. D'accord, qui lui aussi a une très jolie tenue. Oui, le lit de rose. Il est en cuir, très solide. Ça dure toute une vie. Mais certainement moins élégant que mon ami qui emporte un authentique. Ah, ok. Tu sais, je suis résolument un vrai Bavarois. Les gens rigolent même en disant que je suis plus bavarois que ma mère. J'ai des amis à travers toute la Bavière, même mon professeur de musique vit en Bavière. Donc ici, on prend toute cette histoire au sérieux. À tel point que les lois dans notre ville imposent que quand on construit un nouveau bâtiment, il soit de style bavarois. Dans cette rue, tu peux voir l'histoire architecturale de notre ville. Ici, c'est ce à quoi ressemblaient les bâtiments typiques du 19e siècle, tout en briques. Là, tu as les premiers essais de bâtiments bavarois de Leavenworth, mais c'était un petit peu trop carton-pâte pour être crédible. Et enfin, tu as ici un bâtiment beaucoup plus authentique, très proche de ce que tu peux voir en Bavière. Là, c'est un immeuble qui appartient à ma famille, avec un restaurant grill, un restaurant bavarois et une boulangerie, la Gingerbread Factory. Donc là, on a nos gâteaux en pain d'épices. Avec la même pâte, on fait ces petits bonshommes en pain d'épices. Les décorations sont faites à la main. Et bien sûr, le cookie traditionnel américain aux pépites de chocolat. Très bien. Alex, on se lance? J'ai toujours de la place pour ça. Ah mince, j'ai cassé le bras. Normalement, le pain d'épices allemand est très épicé, avec beaucoup de noix de muscade. Pas trop sucré et assez dur. Ceux-là sont plus mous. Le goût d'épices est plus équilibré pour avoir un gâteau ni trop sucré ni trop épicé. Alors Alex, verdict? Délicieux. Bon Max, Alex, je vous laisse ici. Je vais continuer un petit tour. Peut-être qu'on se reverra plus tard. Hein. Merci. Fais la belle. Oh, c'est adorable. Bienvenue à notre premier concours de portée de bière féminin. La gagnante établira donc le record, ok? Vous connaissez les règles? Portez le plus longtemps. Parallèle avec le sol, ok. Tu as le droit de mettre ton petit doigt en dessous. Le plus longtemps possible, voilà. Ok, d'accord, merci. Hein. Vous êtes prêtes? À vos marques? Prêtes? Partez! Tendez les bras! Tendez bien droit! Ok, je crois que je vais perdre. J'ai perdu. Et surtout n'en renversez pas une seule goutte. Merci pour le verre, les gars. Bon, à l'Oktoberfest, il fallait que je boive une petite bière, je vais pas en abuser. Hein. Je suis surprise de ne pas voir les gens boire de la bière dans la rue. C'est la loi dans l'État de Washington. On ne peut pas boire dehors, mais dans des zones bien délimitées ou en terrasse. Merci beaucoup parce que grâce à vous, je fais un vol direct vers l'Europe sans décalage horaire. Donc, hey, our pleasure. Santé. Prost. Prost. Par
Parmi toutes les communautés qui composent la population de Seattle, l'une des plus grandes est celle d'origine asiatique. Ce quartier, qu'on appelle le CID, le District international chinois, rassemble en réalité des gens venus de tous les pays d'Asie. A.B. Santos est arrivé à Seattle à l'âge de 2 ans avec ses parents originaires des Philippines. Ce n'est pas le plus grand Chinatown du pays. Le plus grand, c'est celui de San Francisco. Mais celui de Seattle a quelque chose d'unique. Non seulement c'est le plus ancien d'Amérique, mais surtout c'est le quartier de Bruce Lee. Avant de devenir au début des années 70 le légendaire acteur de films d'arts martiaux, Bruce Lee a passé quelques-unes des années les plus importantes de sa vie à Seattle, et en particulier ici, dans ce quartier de Chinatown. Ici, c'est le restaurant Tai Tong. C'était le restaurant préféré de Bruce Lee. Bruce est arrivé de Hong Kong en 1959. Il est allé à l'université de Washington. Il est resté jusqu'en 1964 et c'est ici qu'il a rencontré sa femme, Linda. Et c'est aussi ici qu'il a commencé à enseigner un art martial qu'il a appelé le Jung Fan Kung Fu, qui veut dire en chinois le Kung Fu de Bruce Lee. Aujourd'hui encore, un peu partout dans la ville, subsiste la trace de celui qu'on a surnommé le Petit Dragon. C'est dans ce bâtiment que Bruce Lee avait créé sa première école à Chinatown. A.B. Santos n'a pas connu Bruce Lee, mais pendant des décennies, il a suivi son enseignement avec Taki Kimura, son principal disciple qui a perpétué son héritage après la mort de Bruce Lee. Quand j'ai commencé l'art martial de Bruce Lee, j'avais 13 ou 14 ans. Et c'est comme ça qu'il est entré dans ma vie, en même temps que dans la vie de plein de gens autour du monde. Pour moi, la philosophie du Jeet Kune Do est plus importante que la technique de combat. On apprend à se battre pour ne pas avoir besoin de se battre. Le 20 juillet 1973, à 33 ans, Bruce Lee décède brusquement dans un hôpital de Hong Kong des suites d'une allergie à un antalgique puissant. Son épouse Linda décide de le faire enterrer à Seattle au cimetière de Lakeview. Depuis ce jour, les admirateurs du Petit Dragon viennent du monde entier se recueillir sur sa tombe, comme Doug Palmer, qui fut l'un des tout premiers élèves de Bruce Lee. C'était un ami. Il avait 4 ans de plus que moi. C'était comme un grand frère et bien sûr, c'était mon professeur. Sois comme l'eau. C'était l'une de ses expressions préférées. Il disait déjà ça dans ses tout premiers cours. Sois comme l'eau. L'eau peut être douce et enveloppante ou capable d'éroder les pierres les plus dures. C'était sa métaphore pour définir l'état d'esprit qu'il faut adopter pour pratiquer non seulement son art martial, mais aussi toutes les expériences de la vie. Bonjour, vous êtes Doug Palmer? Oui, c'est moi. Je suis Charlotte. Enchantée de vous rencontrer. Vous êtes le premier étudiant de Bruce Lee? Oui, l'un des premiers. Fondatrice du fan club de Bruce Lee à Seattle, Charlotte Lefebvre, elle aussi, ne manque pas de venir rendre hommage à la star. Mais à sa manière. Je travaille dessus. Il est à moitié fini. C'est ma façon de faire des arts martiaux. Mais j'ai voulu l'emmener quand même et le montrer à Bruce. Bruce, je travaille dessus. C'est ma manière de lui rendre hommage. Comment vous le trouvez? Est-ce qu'il a ce regard d'acier? 50 ans après sa mort, l'esprit de Bruce Lee continue d'inspirer les jeunes pratiquants, comme Dimitri Lee, champion du monde de jiu-jitsu brésilien, venu de Polynésie avec sa famille. Un 80e anniversaire de Bruce Lee. Il représente un modèle pour moi. Je l'ai découvert après avoir commencé, vers 4 ans. J'ai toujours été fan d'arts martiaux et c'est pourquoi mon fils porte le nom de Lee, en honneur à Bruce Lee. Et on s'est dit que c'était un passage obligé durant notre séjour.
Essaye de viser mes yeux. Imagine que ton adversaire est en face de toi. Passe par en dessous, comme ça. Regarde comme je passe sous mes coudes. Voilà, comme ça. S'il donne un coup vers l'intérieur, je bloque comme ça. Qu'est-ce qui se passe? J'intercepte ses coups de poing. Si Bruce Lee n'est plus là, son art martial est lui toujours bien vivant. A.B. Santos est un maître très respecté et reconnu apte à transmettre l'art martial élaboré par Bruce Lee, puisque son propre maître était l'assistant personnel et le meilleur ami de Bruce Lee. J'ai l'impression de le connaître parce que j'ai entendu tellement d'histoires de la bouche de Taki Kimura. Les gens me disent qu'ils voient Taki Kimura en moi. Et comme Bruce Lee l'aimait beaucoup, il m'aurait sûrement aimé aussi. Quelle glace tu veux? Chocolat. Chocolate, okay. What are you doing at school today? We can get you some pretzels. Bonjour. Welcome in. Bienvenue. Nice to meet you. Thank you. You too. Nice to meet you. Belinda. This is Belinda. Salut. Bonjour. Salut. Bonjour les enfants. Hello. Ici, hein, c'est pas seulement un endroit où on mange des glaces, c'est le dernier stop avant le Mont-Rainier, l'endroit où on peut se ravitailler. Oui, c'est le dernier endroit où tu peux avoir à manger, faire le plein d'essence avant d'aller en excursion. Oui. Vous faites tout vous-même? Notre ferme est juste à côté et on produit la plupart des ingrédients que l'on utilise. On cultive nos baies, nos fruits et nos légumes. Tout est local et on transforme tout ça dans notre petite cuisine à l'arrière. Ok, super. Avec ta sœur Belinda, c'est votre petit magasin très chaleureux, je vois, où les enfants peuvent s'amuser aussi. Oui, on est toutes les deux mamans. On voulait créer un endroit où les amis pouvaient se retrouver tout en amenant leurs enfants. Comme ça, les grands ont des cocktails et les enfants des glaces et tout le monde est heureux. Alors, c'est facile de travailler entre sœurs? Ça dépend des jours. Globalement, on s'entend très bien. Et parfois non. Parfois, on se dispute. Alors, je sais que la boutique est célèbre, entre autres, pour vos sirops. Par exemple, on a du sirop à la cerise avec du thym qui vient directement du jardin. D'accord. On a aussi un mélange de myrtille plus lavande et ce sirop nous sert pour nos cocktails sans alcool, comme celui-ci. Oh, ok. Oui, c'est très bon. Je vois qu'il est écrit derrière vous les choses simples entre sœurs. C'est ça en fait que vous voulez montrer. On avait une grand-mère qui nous a appris à prendre soin des choses et à s'occuper du jardin. Quand elle est décédée à 93 ans, le prêtre a demandé à notre grand-père comment la décrire. Il a répondu que c'était la bonté toute simple. C'était la plus gentille et parfaite description d'elle. Avec Belinda, on s'est dit que c'était exactement comme cela qu'on souhaiterait que l'on parle de nous plus tard. Voilà comment on est devenues les sœurs Simple Goodness. Quand je suis arrivée ici, je me suis demandé vraiment où j'étais. J'avais un peu l'impression d'être dans un décor de Far West. Oui, ça ressemble un peu à un décor de cinéma, mais c'est pourtant réel. Il y a 550 habitants qui vivent ici. On a une mairie, une école, c'est une petite ville typique de l'Ouest américain avec une histoire vraiment cool.
Sophie, je te propose un voyage dans le temps. Viens, on connaît le propriétaire. Ok. Bienvenue à l'ancien hôtel Washington. C'est dans son jus. C'était vraiment un bar typique. Aujourd'hui, il est en rénovation, mais c'est le témoignage de l'époque. Quand la ville s'est construite, le premier bâtiment, c'était le saloon. Ça date de 1870, au début des mines de charbon. Plein d'hommes sont arrivés ici pour travailler en tant que mineurs. Grâce au chemin de fer, on a pu acheminer le charbon dans les villes, et jusqu'à Seattle. Alors, est-ce que cet endroit n'est pas un peu hanté, Venise? Dans les environs, il y a pas mal d'histoires de fantômes. Et c'est plutôt sympa. Je peux te montrer si tu veux. Je n'ai pas peur des fantômes, mais passe devant quand même. Vas-y, on va l'envoyer devant. Après toi, attention à la marche. Cet hôtel a donc été construit à une période où beaucoup d'hommes venaient ici pour travailler. Et comme ils n'avaient pas leur famille, ils venaient chercher ici un peu de compagnie féminine. Ah oui, je vois. Les propriétaires veulent restaurer un petit peu cet hôtel? Oui, le propriétaire voudrait restaurer l'endroit et faire revivre son passé historique. Peut-être même que les gens pourront dormir ici, dans un hôtel familial. Est-ce que des membres de votre famille ont travaillé dans ces mines? Oui, notre grand-père était mineur dans les différentes mines de la région. À 19 ans, il est parti servir son pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Il en était très fier. C'est ce qui s'est passé avec la plupart des mineurs ici. Quand ils sont revenus, les mines avaient fermé. Je vois beaucoup de drapeaux américains sur les devantures des maisons. Des petites villes comme celle-ci ont bâti l'Ouest américain. Les gens qui vivent ici veulent conserver leur histoire et sont fiers de la perpétuer. Tu sais, ce sont les gens qui ont fait l'Amérique. C'est le patriotisme américain qui s'exprime. Est-ce qu'on met tout à l'arrière? Oui, mettons tout dans la benne. Il est 1h de l'après-midi, on a tout chargé et on est prêt pour partir faire du camping près du Mont Rainier. Ok, on est prêt à partir. À la belle saison, presque chaque week-end, Amandine et son mari Diego, ainsi que leur cousin, quittent Seattle et font route en direction de l'Est. On va rejoindre un groupe d'amis qui sont déjà au camping et voilà, on va passer la nuit là-bas, donc dans le parc du Mont Rainier, parc national. Le parc national du Mont Rainier, du nom de la montagne qui le surplombe du haut de ses 4392 mètres, n'est qu'à 1 heure de voiture de Seattle. Une proximité qui fait de ce parc la destination nature préférée des habitants de la région. Hello! Salut, vous avez fait une petite balade? C'est super de vous voir. Ça va? Oui, toi aussi ça va. Hi, Salut Thaïs, c'est cool de te voir. On va monter les toiles de tente. Et ensuite on ira faire une petite marche, voir voilà, comment c'est autour. Et voilà, on pourra commencer the fun night. Et ben voilà. Bienvenue à notre maison. Voilà. Ça, c'est pas celle-ci, ça c'était... Amandine retrouve des amies françaises venues comme elle tenter leur chance aux États-Unis et pour qui la découverte de la nature environnant Seattle a été une révélation. En fait, je suis
tombée amoureuse de Seattle le jour où je suis arrivée. Parce que sur la route de l'aéroport, on voyait la plage, on voyait les montagnes derrière, on voyait toutes les forêts, on voyait la grosse ville. Je me suis dit, il y a tout en fait. En un quart d'heure de chez moi, je suis à l'océan. En 20 minutes, je suis dans la forêt. Et en 1 heure, je suis dans la montagne. Donc, non, franchement, c'est vraiment très très beau. C'est bien connu, aux États-Unis, on ne plaisante pas avec le barbecue. Et même pour un week-end en pleine nature, la plancha est de la partie. Alors c'est du steak avec des poivrons, du fromage fondu et du pain pour hot dog. On fait pas semblant. En fait, ils appellent le barbecue ici des hamburgers. Faire des hamburgers ou des hot dogs, pour eux, c'est faire un barbecue. Nous, c'est plus griller du poulet mariné, des brochettes. Ou des merguez, ou des chipots. Autre incontournable d'un week-end à la montagne, la guimauve grillée sur le feu. Il est en train de brûler, ok. Tu me l'as enflammé. On appelle ça un s'mores. Et donc en fait, c'est 2 crackers avec un carré de chocolat. Et on met un chamallow grillé. Et donc c'est censé faire fondre le carré de chocolat. Très, très calorique, mais on adore. La nuit a été courte et c'est à la lueur des lampes frontales que le groupe s'élance pour la randonnée du jour. Alors là, en fait, on commence notre randonnée pour voir le lever du soleil en haut de la montagne. Dès les premières lueurs du jour, le mont Rainier révèle peu à peu aux randonneurs la majesté de ses glaciers. Mais ces neiges éternelles et la quiétude du matin ne sont qu'un des nombreux visages de ce géant. Alors c'est un volcan qui est toujours actif, qui sera en éruption un jour ou l'autre, on ne sait pas quand, mais pour l'instant, il dort encore. En vrai, il y a souvent du monde parce que c'est tellement beau que en fait, c'est très réputé. Et du coup, je pense que pour être tout seul, il faut vraiment le faire en plein hiver, je pense, parce que tout l'été, il y a eu plein de monde comme ça. C'est le mot de la fin. J'ai pas de mots, c'est émerveillé. Pour l'heure, pas d'inquiétude. La dernière éruption du mont Rainier remonte au milieu du 19e. Les très nombreux randonneurs matinaux ont donc tout le temps d'admirer le lever du soleil sur la chaîne des Cascades. Bienvenue dans notre ferme. Merci. C'était une ferme laitière et tous ces bâtiments ont plus de 100 ans. On a aussi ce jardin potager. On y fait pousser tous nos légumes utilisés au magasin. On a de beaux arbres fruitiers et on va récolter nos pommes. On va le transformer en jus, puis en sirop de pommes. Nos arbres sont par là, si tu veux, on y va? Bah oui, au boulot maintenant. Comme tu le vois, les fruits commencent à tomber sur le sol. Et on doit venir chaque matin les ramasser. Parce que sinon, ça attire les cerfs qui vivent autour de la ferme. Et ils passent pendant la nuit pour les manger. Donc là, il faut vraiment qu'on récolte nos pommes. On veut bien un coup de main? Ok, help me. Don't want to tomber dans les pommes. Ça y est, on en a assez, on peut presser. L'État de Washington est le premier producteur de pommes aux USA. Et nous, on en a plein. Alors les pommes, les voilà, et vous utilisez un pressoir vraiment traditionnel. Oui, tout à fait.
Oui, c'est bon. Non, pas celle-là. Qu'est-ce qui vous a attiré toutes les deux dans ce métier-là? Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ensemble à la ferme? Tu sais, la société moderne du travail en Amérique peut être très stressante. Beaucoup d'heures d'embouteillage, d'attente. On ne voulait pas ça. On voulait profiter de notre vie pleinement, avec notre famille, voir nos enfants grandir. C'est aussi enrichissant que nos enfants comprennent la valeur de notre travail et qu'ils voient que ce n'est pas si facile de gagner l'argent pour les élever. Ça leur apprend beaucoup de choses sur la vie. Allez, on veut jusqu'à la dernière goutte. I think that's it. Good work. Je sais, je me débrouille pas mal. C'est vraiment directement du pommier au pressoir. Hein? Oui, Sophie, et si on peut faire ça, c'est parce qu'il n'y a aucun pesticide dans nos pommes. Elles sont bio et on a juste à les presser. Toast? Toast. Cheers. À votre réussite et à votre jolie famille. Et toi? C'est délicieux, hein? En plus, c'est bon pour la santé. Ici, on a un dicton, une pomme chaque jour éloigne le médecin pour toujours. On a plein de pommes là-dedans. C'est parfait, donc là, on va pas le voir pendant longtemps, le médecin. Maintenant qu'on a fait le plein de vitamines, c'est maintenant ou jamais pour aller admirer le mont Rainier. Oui, parce que j'attends ce moment depuis le début de mon voyage, donc on va aller le voir, ce mont Rainier. Merci pour le jus de pomme, les filles. All right, let's go. Alors ici, c'est vraiment la route pour le mont Rainier, le principal accès? Oui, c'est une des 4 entrées qui mènent au mont Rainier. Elle s'appelle Carbon River et c'est une voie sans issue qui finit tout au pied de la montagne. Les filles, j'ai oublié de vous demander quelque chose. Il y a des ours par ici? Oui. Ah, voilà. Et c'est l'heure où il sort pour manger. Bien sûr. Oh, c'est vraiment beau. This is so pretty. All right, Sophie. Ah oui, voilà la récompense. Waouh. Il est extraordinaire, il est magnifique ce mont Rainier. Hein? Tout à fait. C'est un volcan et c'est aussi le plus grand glacier d'Amérique du Nord. Il est là depuis toujours. Et il était habité par les Indiens d'Amérique, qui le considèrent comme un lieu de spiritualité. Le nom indien du mont est le mont Tahoma, que l'on peut traduire par « le lieu où naissent les eaux ». Allez, petite photo souvenir avant de se quitter, les filles, avec le mont Rainier derrière nous. Merci beaucoup. C'était vraiment sincèrement un réel plaisir de vous accompagner ici et de vous offrir le mont Rainier comme dernière image de ces échappées belles américaines. L'État de Washington nous a offert quelques-uns de ses plus beaux paysages. Nous aurions encore 1000 choses à découvrir dans l'Evergreen State. Ça me donnera l'occasion de revenir. Moi qui associais souvent les grands espaces américains à la Californie, au Montana, au Wyoming ou encore à l'Arizona, eh bien je vais pouvoir rajouter l'État de Washington sur la longue liste du Far West. J'étais très heureuse de vous accompagner dans ces échappées belles. Vous le savez, vous pouvez revivre ces aventures car il y a le replay. N'hésitez pas aussi à nous donner de vos nouvelles sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort. Bye bye les amis, à très bientôt et comme d'habitude, faites de beaux voyages.